Dans un instant, le journal. Le journal avec Ousseina Harouna. Politique et réglementation au centre d'un atelier de formation des acteurs nationaux et régionaux de la régulation des télécommunications dont les travaux ont débuté ce matin au Grand Hôtel de Niamey. Les agents immobiliers sortent de leurs réserves dans une déclaration rendue publique hier. Ils fustigent l'attitude de leur autorité de tutelle dans la gestion de l'urbanisation de la ville de Niamey. À tous et à toutes, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Canal 3 Niger. Comme nous l'avions annoncé en titre, ouverture ce matin au Grand Hôtel de Niamey d'un atelier sur les VSAT, politique et réglementation à l'intention des régulations de télécommunications des pays d'Afrique de l'Ouest. C'est la présidente du Conseil national de régulation des télécommunications et de la Poste qui a présidé la cérémonie d'ouverture, Miguel Ahmed Panku. Le présent atelier sur les VSAT, politique et réglementation qui vient d'ouvrir ses travaux ce lundi 17 octobre au Grand Hôtel de Niamey, à l'attention des régulateurs des postes et télécommunications des pays d'Afrique de l'Ouest, vise à échanger sur les problématiques du moment. Le directeur général de l'autorité des régulations des télécommunications et de la Poste, prononçant son discours, s'est réjoui que Niamey ait été choisi pour abriter cet important atelier avant de s'appesantir sur les objectifs visés. En effet, il est intrusme de dire que le développement du secteur des TIC et la qualité de service demeure une préoccupation légitime de tout régulateur ainsi que tous les responsables des secteurs des télécommunications. C'est pourquoi nous ne pouvons que louer l'initiative du secrétaire exécutif de l'ARTAO, que je félicite au passage, et dont le dynamisme a permis la tenue de cette session qui contribuera, j'en suis certain, à rehausser les prestations de nos opérateurs et techniciens. Mesdames et messieurs, la régulation est à mon sens un moyen essentiel pour atteindre les objectifs de politique sectorielle en matière de télécommunications. Aussi, la mise en synergie de nos actions au niveau sous-régional, régional et international ne peut qu'être davantage encouragée. À cet effet, je demeure convaincu que cette session étoffera encore plus les relations de partenariat entre nos structures. Le secrétaire exécutif de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications d'Afrique de l'Ouest, ARTAO, a exprimé sa gratitude aux responsables de la RTP du Niger pour avoir accepté d'abriter cette rencontre et a souligné les enjeux de la technologie évolutive des systèmes satellitaires. C'est pour cela que l'ARTAO, soucieuse de la qualité des prestations de ses membres, organise régulièrement des programmes de renforcement des capacités pour leur permettre de faire face aux défis quotidiens auxquels ils sont confrontés. Le présent atelier en est une illustration. Mesdames et messieurs, chers participants, au cours de 4 jours à venir, vous aurez l'occasion d'échanger avec l'intervenant envoyé par l'Organisation des télécommunications par satellite ISTO sur la politique et la réglementation des réseaux VSAT dans notre sous-région. En effet, les réseaux VSAT qu'on croyait dépassés avec l'avènement de la fibre optique, connaissent aujourd'hui un développement intéressant, en ce sens que les organes de régulation que nous sommes doivent s'adapter à cette nouvelle norme, surtout avec les nouvelles générations de satellites à orbite basse, dédiés aussi bien à la recherche qu'aux services commerciaux. Enfin, quant à la présidente du Conseil national des régulations des télécommunications et de la Poste, elle a salué l'initiative des régulateurs de l'ARTAO pour qui une telle formation de haut niveau n'est que de bonne guerre au vu de l'évolution sans cesse croissante de la technologie. Mesdames et messieurs, avec le développement en perpétuelle expansion des technologies de l'information et de la communication, l'exigence en qualité de service des utilisateurs se faisant de plus en plus pressante, la conjugaison des expériences des autorités de régulation des pays d'Afrique
de l'Ouest au sein d'une assemblée ne saurait que contribuer à améliorer les performances des opérateurs de téléphonie. C'est pourquoi je tiens à saluer solennellement ici l'initiative des régulateurs des pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'étaient réunis à Bamako au Mali pour examiner et adopter la décision de la création formelle de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, ARTAO, en 2002. Aussi, c'est le lieu de noter avec satisfaction que l'ARTAO joue aujourd'hui pleinement son rôle d'accompagnement des initiatives visant à mettre en place un cadre réglementaire commun pour le développement des infrastructures et services de télécommunications en Afrique de l'Ouest. 5 jours durant, les participants seront imprégnés sur les avancées de la technologie des systèmes satellitaires. Et puis le projet de construction d'un mémorial à Thomas Sankara poursuit son bon nombre de chemins. Un mémorial à Thomas Sankara pour la restauration de la mémoire de ce grand homme africain. Serge Bayala, membre du comité international, a séjourné à Niamey dans le cadre de la mobilisation internationale des fonds pour la construction de ce mémorial. On l'écoute. Cela symbolise la résurrection de sa mémoire. Cela symbolise que Sankara doit rentrer dans le panthéon des immortels au regard de la qualité des actes qu'il a posés pour toute l'Afrique. Et pour nous, le mémorial, c'est ériger un mausolée qui sera accompagné d'un ensemble d'infrastructures que sont un musée, que sont une bibliothèque, que sont une cinémathèque. Et tout cet ensemble d'infrastructures sportives et culturelles, pour nous, peuvent rendre compte de la vitalité des idéaux et des valeurs que l'homme a défendus. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'espoir est permis à travers la construction de ce mémorial pour la manifestation de la vérité sur la mort de Thomas Sankara? Oui, je dirais très bien que l'espoir est permis parce que n'oublions pas que la justice a 2 volets essentiels. Il y a le volet pragmatique, le volet des juridictions que nous connaissons, mais la plus grande, c'est celle morale. Que Sankara sente que par l'érection d'un tel mémorial, que l'on reconnaît qu'il a fait un sacrifice ultime et utile. Et nous pensons que cette justice morale oblige celle des juridictions à avancer parce que à travers le mémorial, c'est un appui que nous avons pour pouvoir engager tout le processus par rapport au dossier lui-même. Et le jour même du lancement, nous avons fait une marche qui a mobilisé plus de 4000 jeunes venant de toute l'Afrique pour exiger justice pour Sankara. Nous pensons qu'en nous appuyant sur ça, nous pouvons accélérer le processus et faire en sorte que tous ceux qui, de loin ou de près, sont complices de sa disparition tragique, répondent avec la dernière fermeté. Aujourd'hui, vous êtes à Niamey dans le cadre justement du lancement de cette campagne pour la construction du mémorial Thomas Sankara. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du peuple nigérien? Nous disons tout simplement que le peuple nigérien a fait un pas immense, a fait un pas de géant parce que parmi toutes les délégations, les 9 délégations que nous avons reçues, c'est la première délégation à acter de façon concrète le lancement de recueillement de fonds pour la construction du mémorial Thomas Sankara. C'est une forte inspiration pour toutes les autres délégations et nous tenons à saluer cela. Mais ce que nous attendons de façon concrète, c'est de dire aux citoyens nigériens que leur contribution est très attendue pour faire triompher la dignité de l'homme africain. Que leur contribution va nous permettre de nous mettre à l'abri des aides qui conditionnent nos vies, qui nous renvoient dans des carcans que nous ne souhaitons pas. Que leur soutien est grandement attendu par la mémoire de Sankara parce que nous pensons qu'ils sont capables de faire ça. 100 francs que chaque Nigérien sacrifie au nom du mémorial, si 10 millions de Nigériens le font, nous avons une contribution maximale de 1 milliard. Que le citoyen se rende compte qu'il doit être le premier bailleur de fonds de son bonheur. Il doit être le premier bailleur de fonds de ses projets. Et c'est ce que nous attendons du peuple nigérien. Et nous savons, au regard du dynamisme, du point focal qui est ici à Niamey, que le peuple nigérien, qui nous a même dit d'ailleurs,
que Sankara est né au Burkina, mais qu'il est nigérien. Cela témoigne clairement que les Nigériens ne se feront pas attendre quant à la qualité de leur mobilisation. Et nous les exhortons à agir pour sauver. Le syndicat national des agents immobiliers du Niger a rendu public hier une déclaration. Celle-ci était relative à la gestion de l'urbanisation de la ville de Niamey. Sidiki Diara. C'est excédé par le comportement des autorités en charge de l'urbanisme dans le cadre de la gestion de la ville de Niamey que le syndicat national des agents immobiliers du Niger, SNAIN, est sorti pour exprimer sa colère. Une colère motivée par les multiples et multiformes maladresses et agissements des autorités en question. 1. Les déclassements anticonstitutionnels des espaces verts et autres. 2. L'annulation des arrêtés de lotissement dans la ceinture verte contre toute attente. 3. La confusion, le blocage et la destruction totale du plan d'urbanisation de nos villes. 4. La création d'un cadre parfait de comploteurs sous le pseudonyme du comité interministériel qui, dans sa gestion du lotissement de la ceinture verte, a mis en évidence son injustice et autres passe-droits. Sinon, comment comprendre une contradiction aussi criarde dans la prise de décision des autorités en charge de l'urbanisme, et cela dans la confusion de leurs tâches juste après la mise en place du deuxième gouvernement de la 7e République. 5. Le refus manifeste du gouvernement de créer un cadre propice et de dialogue et de concertation idéal afin de trouver les vrais problèmes liés à l'urbanisme et du logement. 6. Les éternels mensonges et autres actes tendant à nuire aux populations urbaines dans diverses activités et outrances qui frisent toujours le ridicule. 7. La politisation de la signature des différents actes de cession. Assurément, le Niger n'est plus un état de droit. Ensuite, le SNAIN n'est pas passé par le dos de la cuillère pour lancer un avertissement sans frais aux autorités. Allez-y comprendre qu'en effet, après l'annulation des arrêtés, des lotisseurs ont tenté une action judiciaire et qui a vu le gouvernement et l'État du Niger déboutés à la suite de l'arrêt de cette juridiction, en l'occurrence le Conseil d'État. Le tout-puissant ministre Kassoum Mokhtar prend la décision d'annuler l'arrêté de cette haute juridiction, tout en sachant que cette déclaration reste et demeure une mise en garde formelle à l'endroit de cette 7e République à travers son deuxième gouvernement et aussi et surtout à l'endroit des acteurs complices de l'urbanisme. Nous tenons l'opinion nationale et internationale en témoin que le gouvernement actuel est responsable de toute situation qui adviendra à la suite de l'annulation de ces arrêtés. Néanmoins, le SNAIN a mis en relief son engagement et son adhésion à la politique d'urbanisation et du logement des autorités de la 7e République, malgré que cette vision est aujourd'hui sapée par les agissements des autorités en charge de l'urbanisme, a fait remarquer le dit syndicat. Intéressons-nous à un phénomène qui prend de plus en plus de proportions inquiétantes dans la capitale. Il s'agit de la mendicité, notamment celle de la femme et des enfants. Pourtant, et la loi et l'islam condamnent la mendicité dans une certaine mesure. Suivez plutôt. Au Niger, la mendicité prend de plus en plus de l'ampleur, notamment chez la femme et les enfants. On les rencontre un peu partout au niveau des feux optiques et à la devanture de certains services publics. Un phénomène inquiétant qui n'est pas sans conséquence sur la vie de ces femmes qui s'adonnent à cette pratique. Plusieurs facteurs socio-culturels et le développement d'une mentalité d'assister contribuent à entretenir ces phénomènes. La mendicité est due à plusieurs raisons. Il y a des raisons d'abord d'un point de vue historique. L'histoire fait en sorte que d'un point de vue rapports sociaux chez nous, l'homme a une certaine forme d'obligation
de donner à la femme. La coutume, mais aussi la religion, les rapports sociaux de leur ensemble obligent l'homme à assister la femme. Assistance parce que tout simplement la femme a plus de besoins que l'homme. On a l'impression que l'homme fuit ses responsabilités vis-à-vis de la femme. Les gens se permettent de se marier sans être capables justement de faire face à des dépenses de souveraineté conjugale. Parce qu'il y a des besoins que l'homme doit obligatoirement satisfaire en ce qui concerne la femme. Souvent, les gens n'ont pas assez de moyens. Ils n'ont pas suffisamment de moyens. Même si des fois on constate la volonté y est, ils n'arrivent pas à assumer cette responsabilité. Et c'est de là que naît cette situation où la femme se dit il faudrait bien qu'elle multiplie maintenant ses chances. Et en sollicitant auprès des autres, cela pourrait l'amener effectivement à satisfaire certains de ses besoins. L'homme est obligé de chercher, mais en cherchant, c'est pour partager effectivement avec la femme. Cela ne veut pas dire que la femme se positionne dans une situation où elle est totalement dépendante de l'homme. Non. Cela voudrait dire qu'au nom de la répartition des responsabilités sociales, des tâches, il y a donc un devoir conjugal, notamment celui qui consiste à prendre en charge les dépenses de souveraineté familiale, donc par l'homme, et de l'autre côté, la femme, elle exécute ce qu'il aura à faire. Mendier ou quémander pour gagner sa vie est un acte tolérable selon l'islam pour seulement un certain groupe d'individus. Mais de nos jours, certaines personnes qui ne rentrent pas dans cette catégorie envahissent les rues pour quémander. La mendicité en islam, elle n'est pas formellement permise, elle n'est que tolérée. C'est dans quelques situations de force majeure. En cas de force majeure qu'on peut faire la mendicité juste pour les besoins, pour satisfaire ses besoins et puis arrêter la mendicité. Parce que quelque part, la mendicité est condamnée ou certaines formes de mendicité sont condamnées. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ouvre la porte de la mendicité tout en étant bien portant, donc bras valide, c'est lui qui ouvre les portes de la mendicité. Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir les portes de la misère. Cependant, il existe des lois qui condamnent ce phénomène qu'est la mendicité. Si vous prenez l'article 179 du Code pénal, il dit que la mendicité est punie, toute personne qui se livre à la mendicité dans les lieux publics et privés est punie d'une peine allant de 3 à 6 mois d'emprisonnement. Donc déjà bien avant l'ordonnance sur la traite qui date de 2010, la mendicité est réprimée. L'article 180, donc, qui suit l'article 179, dit que les seules personnes que l'État ne peut pas poursuivre pour mendicité, c'est les vieillards de plus de 60 ans et les infirmes. Ça veut dire que ces deux catégories sont les seules habilitées de par la loi à mendier sans que cela ne puisse être constitué une infraction pénale. Maintenant, revenons sur les enfants et leurs parents. L'article 181 du Code pénal dit « Quiconque utilise un enfant pour mendier dans la rue ou bien qui participe à le mettre dans un état de mendicité est également puni par les mêmes peines. » Ce qui veut dire que ce soit le parent de l'enfant, que ce soit le marabout, que ce soit un tiers, lorsque vous mettez un enfant dans la rue, vous devez être poursuivi pour cela. C'est vrai que notre société et les professionnels de droit ferment les yeux, mais c'est des dispositions qui ont été prévues bien avant la loi sur la traite des personnes, puisqu'on parle du code pénal nigérien. On dit également dans les articles 183 que toute personne qui s'affilie à une association de mendiants est également sévèrement réprimée par la loi. Pour lutter contre ces fléaux, des mesures idoines doivent être prises. Le pouvoir public, l'État, doit immanquablement prendre ce problème vraiment à bras le corps et avec tout le sérieux que cela recommande. Les parents doivent privilégier, en fonction de la religion, les liens de parenté, en termes de zumunti réel, qui doit faire en sorte qu'on doit supporter les autres qui sont dans un état de pauvreté, parce que notre religion, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, nous impose d'assister et dans des conditions respectueuses et respectables
en tout cas ceux qui se trouvent être démunis. La mendicité au Niger, un phénomène préoccupant, mérite une attention particulière de la part des autorités pour bannir ce fléau à jamais. Lutter contre la mendicité, c'est avant tout préserver la dignité humaine. Le volet reportage de cette édition porte sur le panier de la ménagère et selon le constat qui se dégage en ce moment, les prix de plusieurs denrées connaissent une certaine hausse. Mamata Abdoulaye pour le reportage. Un certain temps, difficile de remplir le panier de la ménagère. En cause, la hausse des prix de plusieurs condiments qui composent ces paniers. Aujourd'hui, faire le marché est un calvaire pour ces femmes désabusées par la cherté des produits et la morosité économique du pays. Les prix sont pas du tout abordables puisque les condiments sont un peu chers maintenant. Mais quand même, il y a un peu d'évolution par rapport au mois antérieur. Ils sont un peu abordables maintenant. Qu'ils nous viennent en aide et qu'ils voient les conditions des commerçants là. Voilà, les prix des condiments, ça coûte cher. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui est moins cher maintenant. La vie là, ça nous coûte cher. Parce qu'avec 2000 francs là, c'est pas facile. Voilà, ici on les trouve et on le veut. Parce que maintenant là, tout est cher. Il n'y a pas quelque chose qui est moins cher. Les condiments là, c'est pas facile. Si on vient au marché là, tu dois souffrir. Et regardez le temps que nous vivons là. Avec tout ce qui se passe là, c'est pas facile. Du côté des commerçants, on relativise la cherté des produits à laquelle ils tentent même de donner des explications. Les tomates sont produites ici et leur prix varie. La grande tasse se vend à 1500 francs, voire 1750 francs et la petite à 750 francs. Les prix montent et descendent en fonction de la disponibilité, mais actuellement le prix est un peu élevé. Les prix de l'oignon sont abordables. Le seau est vendu à 2500 francs et la tasse à 1250 francs. Cet oignon nous vient du Maroc et celui-ci du Nigeria. En général, les prix des condiments sont accessibles, mais seulement que le pays traverse quelques difficultés. Des ménagères qui espèrent voir une baisse de ces produits afin de bien remplir leur panier. Partons à la découverte du département de Mayahi, une ville où modernisme et tradition se croisent au grand bonheur des populations locales et des visiteurs. Mayahi, c'est également ville du doyen des chefs traditionnels du Niger, Alhaj Anis Amadou. D'un partenariat entre la Direction générale de la protection des végétaux et le projet Résilience au Sahel, PDRS, la présente session de formation et d'équipement regroupe 50 brigadiers phytosanitaires répartis dans les régions de Tawa, Maradi et Zender. Elle vise à renforcer les capacités des services techniques régionaux dans le noble combat qu'ils mènent contre les ennemis de culture. La formation des brigadiers, c'est un atout important en matière de protection des cultures. Les brigadiers phytosanitaires, c'est en quelque sorte les auxiliaires de lutte pour la protection des végétaux. Donc au niveau de leur terroir, c'est eux qui assurent la protection de base au niveau de leur terroir. Donc la première infestation, ce sont les brigadiers qui essaient donc de contenir ça. Une fois que l'infestation les dépasse, c'est en ce moment-là que on fait recours à de gros moyens comme le camion ou bien l'avion. Le choix des communes de Kornaka et de Ourafan n'est pas fortuit, car en plus d'être des zones d'intervention du projet, ces deux communes font face à des attaques récurrentes des ennemis de culture. La commune de Ourafan, il y a énormément de problèmes des insectes qui rongent les cultures. Et cette année, surtout cette année 2016, nous avons un grand nombre de villages qui ont fait des semis en retard.
Et ces villages-là, vous savez, même présentement, les champs sont verts. Et que presque la totalité de ces villages-là sont attaqués par des criquets, des oiseaux et d'autres insectes qui rongent les cultures d'ignébi et d'arachide. Le brigadier phytosanitaire est certes un auxiliaire des services techniques, mais c'est avant tout un bénévole. Cette absence de rémunération peut-elle le démotiver? Mun daɗe da irin wannan saboda ni dai kamar ga matsayina aiki wanda ni cikin garin jaja na irin wannan a ɗauke ni ya goma duk wanda an ka zo aka shaida mani mutanen gari ne za su zaɓe na kuma tsakani da Allah nake kuma ba tare da an bani dala ba kuma ni ga kaina ban taɓa sa kwaɗayina yanzu wurin mai gari in ce ko a taimaka mana da wani abu ba. Les brigadiers formés ont assimilé les rudiments de leur travail et disposent de moyens pour intervenir efficacement à la moindre alerte, d'où la satisfaction légitime de la Direction générale de la protection des végétaux. Le constat qui se dégage vraiment, c'est une satisfaction générale. J'ai trouvé au niveau du centre de Kwanaka, vraiment ce sont des gens aguerris à qui on a confié cette formation et ils sont en train de la faire comme nous l'avons prévu. Vraiment, nous sommes très satisfaits et de l'ambiance même au sein de la formation. Il y a eu vraiment une très bonne organisation. Et même les gens, tous les acteurs qui ont participé, qui ont concouru, il y a le départemental de Dakoro, au niveau de Dakoro, il y a l'APV et les CDA. Vraiment, ils sont motivés et vraiment, ils se sont mis sérieusement à donner cette formation aux brigadiers pour qu'ils puissent être opérationnels sur le terrain. A noter qu'au titre de la présente campagne agricole, la région de Maradi totalise à la première décade du mois d'octobre 31 922 hectares d'aires de culture infestées. 22 539 hectares ont été traités, dont 13 738 par les brigadiers phytosanitaires, soit 61%. Voilà, c'était l'atelier de formation et d'équipement de 50 agents phytosanitaires à Maradi, commenté par notre correspondant de Maradi, Garba Bourema. Je le disais tantôt, partons à la découverte du département de Mayahi, une ville où modernisme et tradition se croisent au grand bonheur des populations locales et visiteurs. Mayahi, c'est également ville du doyen des chefs traditionnels du Niger. Alaj Anis Amadou. Situé à l'est de la région de Maradi, Mayahi est constitué de 8 communes. Département à vocation agro-pastorale, la population de Mayahi est constituée de Hausa, de Peul et de Touareg qui cohabitent pacifiquement. Parce que tout simplement des dispositions préliminaires ont été prises, non seulement pour mettre les agriculteurs dans leurs droits, et aussi les éleveurs dans les leurs. Plusieurs couleurs de passage ont été délimitées, balisées. Plusieurs aires de pâturage aussi délimitées, balisées. Plusieurs points d'eau sécurisés. Éleveurs et agriculteurs, chacun, à la limite de son devoir et de son pouvoir, utilise la partie qui est la sienne. Les éleveurs utilisent les couloirs déjà délimités et viabilisés. Ils utilisent aussi les aires de pâturage déjà délimitées et viabilisées. Ils utilisent aussi les points d'eau délimités et viabilisés. Les agriculteurs, connaissant très bien que la limite de leurs droits, c'est là où commence celui des éleveurs, sont là en train de respecter le principe. Ville historique, Mayahi a connu 47 chefs de canton, dont le dernier, Gado Sabo, est au trône depuis 1951. Il y a eu 47 chefs de canton de Mayahi jusqu'à moi, quoi. La plupart de tous les gouverneurs sortent de Sibiri et de Sabon-Berni. Sabon-Berni, l'origine de Sibiri. Mayahi, c'est aussi un marché hebdomadaire qui s'anime tous les lundis et dont la renommée s'étend jusqu'au Nigeria. Parce qu'il y a un marché au nord de Mayahi, il y a un autre marché au sud de Mayahi. Alors le marché du nord, c'est Tchaké.
il s'anime le dimanche. Et Maï le lundi. Et puis du lundi, on va à Tchilahia. Le mardi. Et de là-bas, il continue sur le Nigeria. Partout, nous avons, partout dans les villages, quoi, comme à Sarkin Arewa, Tessawa, Gazawa, même à Zander, on vient au marché de Meï. Exactement, les gens du Nigeria viennent, les gens du Kano, Katsina, autres, etc. Le département de Mayaï regorge d'énormes potentialités économiques et se modernise de plus en plus avec des infrastructures sociales de base qui permettent l'épanouissement et le bien-être des populations. Voilà, c'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision Canal 3 Niger.